Le match de football de l'année va se disputer dans 45 minutes au Parc des Princes à Paris. L'équipe de France affronte pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde l'équipe de l'Union soviétique. Le match sera retransmis dans sa totalité à partir de 20h25. Bonsoir, j'appelle Michel Drucker qui se trouve déjà au Parc des Princes. Michel, quelles sont les chances de l'équipe tricolore ce soir ? Question pertinente, Bernard Volcker, à 45 minutes effectivement du coup d'envoi. Pour essayer de répondre à votre question, quelles sont les chances de l'équipe de France? J'ai à mes côtés 3 footballeurs qui représentent 2 générations. François Rometer, que vous avez reconnu, et Roger Piantoni, qui ont été les héros de 2 France-URSS de 55 et de 56. Et à ma gauche, à la droite pour vous, Charlie Loubet, qui est ce soir remplaçant de l'équipe de France. Je vais d'abord demander à François Rometer ce qu'il pense de ce match, ce qu'il pense du football russe et des chances françaises. Je pense que l'équipe de France a une très grande chance de s'imposer ce soir. Si l'équipe de Russie joue comme elle a joué à Bruxelles ou à Munich, je crois que les chances françaises sont très grandes. Reste à savoir maintenant dans quel état d'esprit va se trouver l'équipe russe. Et je pense que ce match-là, d'après l'état d'esprit, comme je les ai vus depuis 2 jours, puisque je les ai contactés, je pense que l'équipe russe prend ce match très à cœur et qu'elle est venue pour tirer un résultat positif. Roger Piantoni, héros du match de 56 à Colombes, gagné 2-1, si ma mémoire est bonne. Oui, c'est bien ça. Que pensez-vous du football russe? Il a beaucoup changé depuis 15 ans? Non, je ne pense pas qu'il ait changé. C'est toujours la même machine solide, très physique. Et pour ça que je suis comme François, je suis assez pessimiste parce que le tempérament français s'est toujours bien accommodé du football russe. Oui. Et c'est pour ça que ce soir, je pense que l'équipe de France a une grande chance. Charlie Loubet, le Niçois, il est ce soir remplaçant et il sort d'un instant des vestiaires où il a bien sûr vu ses camarades qui dans 43 minutes maintenant seront sur la pelouse. Quel est le moral dans la coulisse? Tout le monde a confiance, tout le monde sait que ce sera difficile, mais enfin tout le monde est en pleine forme et tout devrait aller bien. Il y a longtemps que vous n'avez pas suivi un match international du bord de touche. Ben oui, il y a longtemps, mais enfin il faut bien un jour y arriver, c'est aujourd'hui. Il y a un petit pronostic? Ben moi je dis à France un but ou 2 buts d'écart. Voilà, vous savez tout Bernard, rendez-vous dans 45 minutes environ, en direct sur la première chaîne. Merci. Merci. Une nouvelle de Moscou qui, je l'espère, ne sera pas de mauvais augure. Les espoirs français ont été battus en football par 3-1 par les espoirs de l'Union soviétique. Le match se déroulait à Moscou. Voilà, la politique maintenant. Un grand match électoral dont tout le monde parle aura lieu l'an prochain, vous le savez. Réunion aujourd'hui à Paris du comité central de l'UDR. Au cours de la précédente réunion, le 5 septembre, M. Alain Peyrefitte avait été élu secrétaire général du parti gaulliste. Aujourd'hui, l'UDR a été amené à préciser sa position sur les événements intervenus depuis la nomination de M. Peyrefitte. Alain Fernbach, que peut-on dire de cette réunion du comité central aujourd'hui? Ce comité central de l'UDR s'est déroulé à huis clos en présence de M. Mesmer et de 3 anciens premiers ministres, M. Debré, Couve, de Murville et Chaban-Delmas. Pour M. Chaban-Delmas, c'était une rentrée politique. C'était un comité central de réflexion sur 3 points, sur la conférence de presse du président de la République, qui, aux yeux de l'UDR, a dissipé beaucoup d'incertitudes. Vous voyez les quelques images qui ont pu être tournées ce matin lors de ce comité central. Deuxième point, l'ouverture de la session parlementaire. Le comité central a félicité le Premier ministre pour la manière dont il avait conduit les débats. Enfin, troisième point, les campagnes qui visent à discréditer le gaullisme. Le comité central a d'ailleurs ce matin réglé l'affaire Modiano. La commission des conflits a annoncé qu'elle avait décidé à l'unanimité l'exclusion du député du 13e arrondissement et le comité central a pris acte de cette décision ainsi que de la démission de M. Modiano. Et à propos des scandales, notons l'intervention de M. Michel Debré. M. Michel Debré a regretté que le mouvement ait tardé à parler sur tous ces scandales. Et il a dit que le silence laissait trop de champ libre et que le silence permettait aux adversaires de vous dominer. Et il a demandé à tous les membres du comité central de répondre dorénavant coup par coup. Et tout à l'heure, au cours d'une conférence de presse où M. Peyrefitte a résumé l'essentiel des propos tenus au cours de cette journée, il a répondu une nouvelle fois à M. Giscard d'Estaing, en particulier sur cette phrase « La France veut être gouvernée par le centre ». Écoutez, cette notion de centre nous paraît ambiguë. Je l'avais moi-même exprimée lundi dernier. C'est une notion que nous ne comprenons pas très bien. S'il s'agit du centre de gravité, s'il s'agit d'un lieu géométrique à égale distance des extrêmes, s'il s'agit d'un centre où se rassemblent et convergent les forces de proposition et d'action, eh bien nous sommes d'accord. Ce centre
nous estimons que la majorité actuelle l'est et nous souhaitons que ce centre continue à s'exprimer par cette majorité. Mais alors, si le centre, cela voulait dire le centrisme ou les centristes, c'est-à-dire ceux qui se donnent le nom de centristes, alors que autrefois ils étaient de droite et que c'est la droite qui n'ose plus dire son nom, alors nous ne serions pas d'accord pour cette formule. Et si le centre, ça voulait dire le marais, un marais aux limites indéterminées, si le centre c'était le ventre, un ventre mou, alors nous ne serions pas d'accord, naturellement, parce que nous estimons qu'il n'est pas bon que la France soit gouvernée par un magma où l'équivoque régnerait. D'autre part, M. Perfit a annoncé qu'il n'appellerait plus le programme de gouvernement élaboré par les socialistes et les communistes programme de la gauche, mais tout simplement programme communiste. D'autre part, le secrétaire général du RN a constaté que le gaullisme rassemblait des Français de toutes catégories sociales, de tous âges et de toutes catégories spirituelles, et qu'il devra, le gaulliste, rester dans les mois prochains une expression exacte de la France. Et selon le secrétaire général de l'UDR, c'est cette détermination qui animera tous les candidats de l'UDR lors de la prochaine campagne pour les élections législatives. Merci. Un discours de Georges Ségui, le secrétaire général de la CGT à Brest. Monsieur Georges Ségui s'est défendu de vouloir immiscer la CGT dans le combat politique pour les prochaines élections législatives en présentant par exemple des candidats ou en soutenant l'une ou l'autre des formations en présence. Mais Monsieur Ségui a dit quand même: nous ferons dans notre domaine syndical tout ce qui dépendra de nous pour que le programme de la gauche triomphe. L'actualité sociale maintenant, le chapitre social, il y a une grève aux usines Michelin à Clermont-Ferrand. Cette grève rappelle le mouvement de Renault de l'année dernière au Mans. Cette fois encore, un petit groupe d'ouvriers, 150, placés dans un secteur clé de la production, risque de perturber le travail de 20 000 personnes. Mais un élément nouveau a fait son apparition, la solidarité des syndicats européens. Un reportage de Jacqueline Collins à Clermont-Ferrand et de Dominique Laury à Genève. Michelin, c'est un monde en soi, une énorme entreprise en pleine expansion qui a pris la 3e place dans le monde pour la fabrication des pneus, la première en Europe. Michelin emploie plus de 60 000 personnes depuis la fondation de l'affaire par Édouard Michelin en 1889 avec des pneus de bicyclette. Elle a prospéré. Aujourd'hui, elle produit des pneus de voitures, mais aussi de camions, de tracteurs, de trains, d'engins de travaux publics. Et surtout, le fameux pneu à carcasse radiale dont elle a l'entière maîtrise. La maison mère à Clermont-Ferrand comprend 4 usines qui occupent la moitié de la ville. 5 autres en France, des usines en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Hollande. Au total, 27 usines dont la production ne suffit pas à la demande. Et aussi plusieurs centres de recherche et d'essais, comme celui-ci. Les ouvriers de chez Michelin ont des avantages sociaux supérieurs à beaucoup d'autres. Les salaires ont augmenté au cours de la dernière année de près de 11%. Et voilà pourtant que tout à coup, cet énorme empire est touché. Les ouvriers d'un atelier qui fabrique des nappes gommées, entrant dans la confection des carcasses de pneus, se mettent en grève il y a 3 semaines. Ils sont environ 150 sur les 19 000 ouvriers de Clermont-Ferrand. Ils travaillent sur des machines, leur travail ne demande pas de qualification particulière. Ils gagnent tous entre 1 250 et 1 750 francs par mois. Ils demandent quoi? Des augmentations de salaire, de meilleures conditions de travail. On demandait 50 francs de l'heure pour tout le monde, ce soit bobineur, conducteur, sur toutes les postes qu'il y avait qu'à. Et on ne voulait plus lier avec cette production, que la paye soit liée avec la production. Parce que dans notre travail, il peut y avoir des gommes qui sont défectueuses, des fils qui sont défectueux, donc on n'arrive pas, si un jour tout va très bien, on sort notre production facilement. Et si le fil, la gomme, tout ce qui s'ensuit, on n'arrive pas à sortir, et on travaille plus, et on gagne moins.
Mais il se trouve que ce qu'ils produisent est essentiel à la fabrication des pneus. Depuis 3 semaines, les stocks s'épuisent. La production risque de ralentir dans tous les ateliers. Alors la direction de Michelin a fait appel à ses usines de l'étranger pour maintenir la production et ne pas mettre les ouvriers au chômage technique. Mais c'est alors que le conflit prend des proportions européennes. Les ouvriers de Michelin en Allemagne et en Italie refusent de faire des heures supplémentaires pour compenser la grève des ouvriers de Clermont-Ferrand. Et c'est à Genève que tout s'organise. Nous demandons les camarades dans les usines de Michelin, membres de la commission permanente de Michelin mondial ICF, en Allemagne et en Italie, de refuser toute demande des heures supplémentaires jusqu'à la fin de la grève de Michelin en France. À la tête de ce mouvement, un Canadien, Charles Levinson, 52 ans, secrétaire général de l'ICF, la puissante fédération internationale de la chimie, 4 millions d'adhérents. De son bureau à 2 pas du Palais des Nations, il organise l'opération Solidarité aux ouvriers en grève de Clermont-Ferrand. Nous sommes immédiatement rentrés en contact avec nos collègues allemands pour empêcher que les heures supplémentaires soient augmentées pour compenser la perte de production. Nous sommes rentrés en contact avec nos affiliés en Italie pour justement empêcher qu'à 30 ou Michelin à une autre usine, qu'ils augmentent les heures supplémentaires et les demander de refuser les heures supplémentaires en général comme en Allemagne. Quand nous avons appris aussi que Michelin cherchait à faire parvenir la production de l'Espagne en France, on a alerté tous les affiliés de Michelin en Europe et hier soir, par exemple, en Hollande, les camarades dans les usines de Michelin près de Eindhoven refusé les heures supplémentaires et cherchent d'empêcher tout effort de transférer la production en stock vers la France. Coopération européenne, voire mondiale, entre les syndicats, c'est encore le thème de la conférence internationale des travailleurs de la chimie qui se tient actuellement à Genève. Michelin, bien sûr, est à l'ordre du jour. Ici, autour du secrétaire général, le délégué CFDT et les secrétaires nationaux allemands. Est-ce que vous pensez que le syndicalisme national est aujourd'hui dépassé? La plus grande partie des travailleurs employés dans l'industrie travailleront dans l'avenir pour les grandes entreprises qui n'ont aucune frontière. Et si on ne fait face à cette puissance, on ne peut plus se défendre contre ce pouvoir qui peut utiliser leurs usines dans un pays et un autre pour saboter une grève, transférer une production dans le pays de bas salaire, faire le dumping d'une usine dans une autre. Il y a toute une série de problèmes qui ne sont plus capables d'être résolus seulement sur le plan national. Et à Clermont-Ferrand, aujourd'hui encore, il n'y a eu aucun règlement du conflit. Les usines sont, à part l'atelier en grève, en pleine activité, mais pour combien de temps? La grève de 150 ouvriers risque de gripper toutes les normes machines. Alors il est certain qu'à l'avenir, les dirigeants des grandes entreprises devront peut-être compter avec cette situation nouvelle, la solidarité internationale des syndicats. À l'ORTF, à la télévision, les syndicats de personnel de production ont décidé d'annuler l'arrêt de travail prévu pour lundi prochain. Les négociations avec la direction reprendront en effet ce jour-là. Le procès maintenant, le procès dont tout le monde parle, celui des responsables de l'incendie de Saint-Laurent-du-Pont. Aujourd'hui, plaidoirie et réquisitoire, le compte-rendu de séance comme d'habitude par Jacques Hébert. Où en est-on ce soir? À l'heure qu'il est, à quelques mètres seulement de l'endroit où nous nous trouvons, le procureur de la République continue la lecture de son réquisitoire. On ne connaît donc pas encore les peines requises contre les 5 prévenus. Mais ce qu'a déjà dit le procureur, vous allez le voir, est très intéressant, notamment quand il parle du rôle du maire et de l'administration dans cette affaire. Et là, il ne mâche pas ses mots. La commission de sécurité d'abord. Cette commission, vous le savez, n'existait pas légalement au moment de l'incendie du 5-7. Monsieur Truche, je le dis avec tristesse, il a fallu 5 ans et 146 morts pour obtenir au bas d'un papier 13 signatures de ministres. Et en ce qui concerne la préfecture, le tribunal aura à voir s'il n'y a pas eu de négligence. Ce que je sais, c'est qu'en matière de sécurité, nous étions sous-équipés et sous-administrés. Il précise ensuite que le tribunal correctionnel n'a pas à juger une administration, mais un homme. Cet homme, c'est M. Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont. Le maire, tient-il à rappeler, c'est l'autorité de police de sa commune. Et il y a faute de sa part lorsqu'il laisse fonctionner un établissement qui ne doit pas fonctionner. En ce qui concerne le secrétaire général de la préfecture, M. Truche dira « J'affirme qu'il n'a commis aucune faute, mais je reconnais que la préfecture a été négligente, notamment en matière d'information. »
La lecture du réquisitoire, je vous le rappelle, continue. Elle n'est pas encore terminée. Je vous rappelle, bien entendu, avant la fin du journal. Les nouvelles de l'étranger maintenant. On ne sait rien de ce qui s'est dit pendant 4 jours à Paris entre M. Kissinger et ses interlocuteurs nord-vietnamiens. M. Le Duc Tho est parti pour Hanoï, il s'est arrêté à Moscou tout à l'heure. M. Kissinger a déjà, quant à lui, rencontré 2 fois le président Nixon. C'est l'heure des bilans. En ce moment, on dégage à Washington et à Hanoï les conclusions des entretiens. Vous voyez ici M. Kissinger reçu par le président Nixon ce matin. Ces derniers permettent au président Nixon, ces entretiens permettent au président Nixon, à 1 mois des élections, de ne pas paraître inactif sans que l'on sache s'il veut vraiment faire la paix. M. Le Duc Tho, quant à lui, a déclaré de son côté à Orly ce matin qu'il y avait encore beaucoup de choses difficiles à régler. À Hanoï, l'état du délégué général de France, M. Pierre Suzini, grièvement blessé par un bombardement américain, demeure grave. M. Manac, l'ambassadeur de France en Chine, s'est rendu à Hanoï en mission d'information. A noter que pour la première fois, une femme a été nommée ambassadeur de France. Il s'agit de mademoiselle Marcelle Campana, âgée de 59 ans, qui représentera dorénavant la France à Panama. Mademoiselle l'ambassadeur ouvre la voie de la haute administration. Il ne reste maintenant plus qu'à attendre les femmes préfets et inspecteurs des finances. Tennis maintenant. Pour la première fois depuis 35 ans, la finale de la Coupe Davis de tennis se déroule en Europe, à Bucarest, en Roumanie plus précisément. La rencontre qui oppose la Roumanie aux États-Unis a débuté. À l'issue des 2 premiers simples, les 2 équipes sont à égalité, une victoire partout. Nous avons bien sûr un reportage sur cet événement. Le film vient de Bucarest, en Roumanie. Tom Gorman représente les États-Unis alors que chez les Roumains, on compte sur le chevelu et moustachu Ion Chiriac ici au service. Nous sommes dans le 2e simple de la journée. Les États-Unis ont pris l'avantage dans le premier match grâce à Stan Smith, vainqueur de Nastase en 3-7, 11-9, 6-2 et 6-3. Dans ce 2e simple, les espoirs roumains semblaient s'être envolés d'entrée car Gorman ne se laissait pas impressionner ni par Chiriac ni par les 6000 spectateurs. Les jambes de Chiriac, qui accusent le poids de ses 33 ans, n'arrivaient plus à répondre aux attaques de Gorman. L'Américain semblait littéralement balayer le Roumain, 6-4, 6-2 pour les 2 premiers sets. Mais c'était alors le renversement total de situation. Chiriac s'accrochait, enlevait les 2 sets suivants, 6-4, 6-3. Et c'était ici la balle de match en faveur du Roumain Chiriac. Demain, dans le double, les Roumains sont favoris et dire que la Roumanie ne compte que 5000 joueurs de tennis. Le salon de l'auto n'est pas terminé. Nous vous présentons ce soir encore un essai de nouveaux modèles. Aujourd'hui, c'est une voiture française, la DS23, qui est examinée par notre spécialiste Stéphane Collaro. La DS23. Depuis l'année de sa création, en 1955, la DS a subi à plusieurs reprises d'importantes modifications. La toute dernière DS23, présentée au salon, a considérablement évolué par rapport à la DS19 d'il y a 18 ans, même si elle conserve une carrosserie qui d'ailleurs n'a pas tellement vieilli. La principale innovation se trouve cette année sous le capot. Le moteur, qu'il s'agisse de la version à carburateur ou de la version à injection, voit sa cylindrée passer de 2175 cm3 à 2347 cm3. Autre modification, le siège du conducteur peut désormais être réglé en hauteur. Première constatation, elle n'est pas nouvelle. Si la Citroën peut être considérée comme une déesse des autoroutes, on ne peut en dire autant malgré son excellente direction dans le cas d'une utilisation urbaine. La DS est encombrante, son capot avant proéminent rend la visibilité souvent précaire, notamment lors des manœuvres de stationnement. Le rétroviseur qui cache l'avant droite n'arrange rien. Quant à l'embrayage automatique extrêmement pratique, il réclame un pied léger sur l'accélérateur si l'on veut éviter d'intempestifs bonds en avant. Mais c'est sur la route que l'on retrouve toutes les qualités de la DS, tenue de route, freinage, confort. Des qualités encore améliorées par l'augmentation de la cylindrée. Si la vitesse de pointe reste pratiquement inchangée, la souplesse et la nervosité de la voiture sont en gros progrès, la conduite est plus agréable avec des dépassements plus faciles et plus sûrs. La DS décidément se bonifie en prenant de l'âge. Vendue 27 600 francs dans sa version injection la plus simple, elle reste une des grandes routières les plus concurrentielles du marché européen. Vous vous demandez peut-être ce que vous allez faire mercredi prochain, mercredi soir. Eh bien, la réponse est toute trouvée. Ce jour-là, en effet, sera présentée l'heure de vérité sur cette même première chaîne de télévision. Une émission de 24 heures sur la une. C'est une enquête sur 3 millions de cadres français à la recherche d'un autre mode de vie, parce que la qualité de la vie est leur préoccupation principale. Voici Jean Menin, 39 ans, ingénieur, cadre français et syndicaliste à la CGC.
Il sera l'invité de la prochaine heure de vérité, diffusée mercredi prochain à 20h30. Les cadres français sont mécontents. Pourquoi? Jean Menin s'explique. Pourquoi le personnel d'encadrement est mécontent? Les motifs sont nombreux. Ils ont été rappelés récemment dans la conférence de presse du président Malter, mais j'en citerai simplement deux. Ils sont mécontents contre le CNPF, pour les commissions de concertation qu'on leur refuse depuis longtemps à l'intérieur de l'entreprise, contre le gouvernement, pour la fiscalité sous laquelle on veut les écraser. Et je crois que ce sont déjà deux motifs principaux. Il y en a d'autres. Jean Menin et ses interlocuteurs aborderont tous ces problèmes mercredi prochain dans l'heure de vérité. Mais si vous désirez poser des questions à Jean Menin, vous écrivez à l'heure de vérité, 15 rue Cognac-Jay, Paris 7e. Est-ce l'heure de vérité au procès de Saint-Laurent-du-Pont? Jacques Hébert nous appelle. Qu'avez-vous à nous dire de neuf? Eh bien, nous n'arrivons pas sûrement à joindre Lyon. Eh bien, c'est dommage, nous retrouverons en revanche tout à l'heure, par contre, tout à l'heure, Michel Drucker au Parc des Princes, cela c'est sûr, à 20h25. Je vous souhaite de passer une excellente soirée, vous remercie de votre attention, bonsoir.